1 trillion de dollars. Répétez ce chiffre à voix haute, laissez-le résonner. Ce n'est pas un montant qu'on visualise naturellement, ce n'est pas quelque chose qui s'inscrit dans l'expérience humaine ordinaire. Et pourtant, c'est précisément l'ampleur de ce qui est en train de disparaître des circuits financiers américains. Non pas dans une explosion, non pas dans une crise visible, non pas dans une confrontation médiatisée avec des drapeaux en fond d'écran et des déclarations tonitruantes, mais dans un silence absolu. Un silence si épais, si calculé, si délibéré, qu'il en devient lui-même un message, le plus inquiétant de tous. Pendant des décennies, le capital chinois a été partout dans l'économie américaine. Il coulait dans les studios hollywoodiens, s'incrustait dans les gratte-ciels de Manhattan, alimentait les fonds de capital risque de la Silicon Valley, finançait des chaînes d'approvisionnement, des start-ups technologiques, des opérations immobilières à grande échelle. Il ne réclamait pas d'attention, ne cherchait pas les projecteurs. Il travaillait, simplement, discrètement. Et le monde entier s'était habitué à sa présence, comme on s'habitue au bruit de fond d'une grande ville, sans même le remarquer, jusqu'au moment où ce bruit s'arrête brusquement. Alors seulement, dans ce silence soudain, quelque chose ressemblant à de la peur commence à se former. Pékin n'a pas claqué la porte, il l'a refermée. Doucement, presque poliment, avec la précision de quelqu'un qui ne veut surtout pas créer de bruit, mais avec une fermeté qui rend toute réouverture depuis l'autre côté quasi impossible. Des dirigeants d'entreprises américaines, habitués à la prévisibilité rassurante des flux financiers, ont découvert du jour au lendemain un vide, là où se trouvaient hier des engagements, des projections, des calendriers bâtis sur des années. Et la première question qui a circulé dans les couloirs feutrés des grandes institutions n'était pas de savoir ce qui s'était passé. C'était de comprendre pourquoi maintenant. Parce que ce retrait n'est pas une réaction émotionnelle. Ce n'est pas la conséquence d'une offense diplomatique, pas l'effet d'une impulsion mal contrôlée. C'est le mouvement d'un acteur qui a longuement préparé sa sortie, balisé chaque étape, et qui l'exécute aujourd'hui avec la sérénité absolue de celui qui sait exactement où il va. Formellement, l'érosion avait commencé bien plus tôt. Depuis 2018, les investissements chinois aux États-Unis fondaient à vue d'œil. Des dizaines de milliards s'étaient réduits à quelques milliards, puis à des montants presque symboliques. Mais même dans ce contexte de dégringolade progressive, l'arrêt complet représente autre chose. Un point final. Une décision à laquelle aucun retour rapide ne semble pouvoir être annexé. Ce n'est plus un refroidissement, c'est un gel. Sauf que ce mot lui-même rate une partie de la réalité. Parce que l'argent n'a pas disparu, il a simplement pris une autre direction. Et c'est précisément ce changement de cap, invisible aux yeux du grand public, qui constitue le vrai signal d'alarme. Le capital se déplace toujours quelque part. La question est de savoir où il va, et pourquoi les marchés occidentaux ne semblent plus en faire partie. Parallèlement à ce retrait des investissements directs, Pékin a commencé à alléger méthodiquement sa position dans les bons du Trésor américain. Et ici, toute confusion doit être dissipée. Il ne s'agit pas de la panique d'un investisseur cherchant à se désengager précipitamment. C'est une opération chirurgicale, lente, minutieusement calibrée pour ne pas déclencher de turbulences spectaculaires, tout en produisant des effets structurels profonds et durables. Chaque vente est un signal envoyé aux marchés mondiaux. La dépendance se réduit. Et quand la dépendance se réduit, les leviers de pression s'affaiblissent. Ce que Washington possédait comme outil de négociation implicite, la certitude que Pékin avait trop à perdre pour s'en aller, est en train d'être méthodiquement neutralisé. Dans le même mouvement, les grandes banques d'État chinoises ont entrepris de réduire leurs opérations en dollars avec les institutions financières américaines. Les justifications officielles évoquent de nouvelles règles de conformité, une gestion plus prudente des risques géopolitiques. En surface, de simples ajustements techniques. En réalité, une couche supplémentaire d'isolation, une nouvelle étape vers ce que l'on pourrait appeler une souveraineté financière planifiée de longue date. Et ce qu'il faut saisir ici, c'est que ce n'est pas une fuite, c'est une retraite ordonnée, exécutée selon un itinéraire préparé bien en amont, à l'abri de tout regard extérieur. Washington ne l'a pas perçu immédiatement. L'attention politique restait concentrée sur les instruments classiques, restrictions à l'exportation, droits de douane, liste de sanctions. Ces outils ont leur efficacité, mais ils sont lents, ils exigent du temps, de la coordination institutionnelle, une volonté politique durable. Or le capital, lui, se déplace à une vitesse autrement plus rapide que n'importe quelle bureaucratie. Et au moment où il est devenu évident que l'argent chinois ne faisait pas simplement une pause conjoncturelle, mais se retirait selon un plan structuré, une réalité s'est imposée avec une clarté inconfortable. L'équilibre avait changé, et peut-être depuis un moment déjà. La douleur réelle, cependant, ne se manifeste pas dans les salles de crise des ministères, elle se ressent dans la chair de l'économie.
Les investissements étrangers directs aux États-Unis se sont contractés. Le capital chinois est devenu l'absent le plus visible, mais il est loin d'être le seul. Les fonds souverains d'États du Golfe, les géants des fonds de pension européens, les investisseurs institutionnels asiatiques ont, les uns après les autres, commencé à réévaluer leurs allocations. Les raisons invoquées se ressemblent d'un bout à l'autre du monde. Imprévisibilité réglementaire, risque politique, instabilité des règles du jeu. Ce vocabulaire dit quelque chose d'important sur ce que le marché américain est en train de devenir dans l'imaginaire des grandes fortunes mondiales. Un territoire où les règles peuvent changer du jour au lendemain, sans préavis et sans compensation. Face à ce rétrécissement des sources de capital externe, les entreprises américaines se retrouvent dans un étau. D'un côté, des besoins de refinancement colossaux. De l'autre, un nombre décroissant d'acteurs prêts à absorber cette dette aux conditions d'avant. Quand les sources extérieures se raréfient, il ne reste que le marché intérieur. Mais ce marché intérieur n'est plus ce qu'il était. L'argent y est plus cher, les conditions plus sévères, les compromis plus douloureux. Les entreprises se tournent de plus en plus vers des obligations à haut rendement, des fonds de crédit privés, des emprunts adossés à de la propriété intellectuelle ou à de l'immobilier. Ce ne sont pas des investissements de croissance, ce sont des stratégies de survie. Et dans cette nouvelle réalité, le cap change fondamentalement. Non plus le développement, mais le maintien à flot. Non plus la stratégie décennale, mais la tactique trimestrielle. Si vous voulez comprendre ce qui se passe vraiment derrière les chiffres et les déclarations officielles, abonnez-vous et laissez un like. Cela nous permet de continuer à décrypter ces mécanismes invisibles qui pourtant façonnent notre avenir à tous. Ce sont les entreprises de taille intermédiaire qui absorbent le choc en premier. Ni assez grandes pour bénéficier d'un soutien étatique systématique, ni assez petites pour être agiles et manœuvrables. Prises en étau entre une hausse du coût du crédit et une compression de la demande, ce sont elles qui ont commencé à geler les embauches, à suspendre les budgets de recherche, à reporter les projets d'expansion. Ces processus ne ressemblent pas encore à une catastrophe. Pas de manchettes alarmistes, pas d'images dramatiques. Mais c'est précisément ainsi que commencent les fractures systémiques, en silence, presque invisibles pour la grande majorité, pendant que les indicateurs avancés s'accumulent pour ceux qui savent lire entre les lignes. Et tandis que ces pressions s'accumulent côté américain, un tableau diamétralement opposé se dessine à l'autre bout du monde. Les régulateurs financiers chinois ne colmatent pas des brèches. Ils ouvrent des canaux, des procédures d'introduction en bourse simplifiées, des accès accélérés pour les entreprises étrangères souhaitant s'inscrire sur les marchés continentaux, des régimes spéciaux pour les règlements transfrontaliers. Le tout, présenté comme de simples améliorations techniques, des ajustements de routine. Mais ce que ces mesures construisent en réalité, c'est une infrastructure alternative, une architecture financière dans laquelle la participation américaine devient non pas impossible, mais facultative. Et pour toute hégémonie financière, être rendu facultatif est peut-être plus menaçant qu'être directement combattu. Il faut ici poser une question que beaucoup préfèrent éviter, parce que ses implications sont profondément déstabilisantes. Et si ce gel des investissements n'était pas une décision définitive, mais un test? Une façon de mesurer avec quelle rapidité et quelle intensité l'économie américaine réagit à un déficit soudain de capital externe. Et si l'étape suivante n'était pas une rupture totale et visible, mais une pression sélective, chirurgicale, sur des secteurs précis. La technologie de pointe, l'énergie, la biopharmaceutique. Ces domaines où les investissements à long terme sont absolument critiques, où les cycles de développement se comptent en années, et où il n'existe aucun substitut rapide. Si tel est le calcul en cours d'exécution dans les bureaux de Pékin, sa portée dépasse largement ce que la majorité des commentateurs occidentaux sont disposés à reconnaître publiquement. Ce qui intensifie encore l'inquiétude, c'est le comportement des alliés des États-Unis. En parole, solidarité, soutien indéfectible, valeurs partagées, engagement commun. En pratique, de plus en plus de transactions empruntant des chemins alternatifs, de plus en plus de contrats signés sans que le dollar n'apparaisse nulle part, de plus en plus d'arrangements bilatéraux où les systèmes de paiement américains ne jouent aucun rôle. Pas par idéologie, par pragmatisme pur. Parce que dans le monde du capital, l'idéologie est toujours secondaire. Ce qui commande réellement, c'est la stabilité, la prévisibilité sur le long terme. Et si un partenaire, même dominant, ne peut plus offrir cette prévisibilité, si ses règles peuvent changer selon l'humeur politique du moment, alors on cherche des options. Pas en rompant ouvertement, en se diversifiant silencieusement, en s'assurant, en n'ayant plus un seul point de défaillance possible.
C'est dans ce contexte que les discussions sur la dédollarisation cessent d'être une théorie abstraite ou un slogan des pays en marge du système. Ce n'est plus une aspiration rhétorique, pas davantage une position idéologique. C'est un processus technique qui se déroule, transaction après transaction, dans les salles de négociation de dizaines de pays. Des mécanismes de paiement alternatifs se mettent en place. Des systèmes de compensation régionaux s'organisent. Des accords bilatéraux où le dollar n'est simplement pas nécessaire se multiplient avec une régularité que les chiffres officiels peinent encore à capturer. Non pas parce que quelqu'un cherche à détruire le dollar, mais parce qu'on peut s'en passer, dans un nombre croissant de situations. Et pour toute hégémonie financière, c'est peut-être cela la menace la plus insidieuse. Non pas d'être attaqué de front, mais d'être progressivement contourné. Remarquez également comment le langage lui-même change au sein des États-Unis. Là où l'accent était autrefois mis sur la puissance de l'économie américaine, sa capacité de rebond, son dynamisme intrinsèque, les mots qui reviennent désormais avec une insistance croissante sont protection, réduction des vulnérabilités, contrôle. Ce n'est plus le vocabulaire de la domination assurée, c'est le vocabulaire de la défense. Et cette nuance, subtile en apparence, révèle quelque chose d'essentiel sur la perception intérieure de la situation. Les économies qui gagnent ne parlent pas de protection. Celles qui commencent à douter de leur invulnérabilité, si. Le yuan numérique, dans ce tableau, mérite une attention particulière. Son déploiement progressif dans les circuits de règlement internationaux n'est pas présenté comme un défi frontal au dollar. Il est présenté comme une option, une alternative pratique pour ceux qui souhaitent diversifier leurs risques de règlement. Et c'est précisément cette approche, pragmatique, non confrontationnelle, purement fonctionnelle, qui lui confère une efficacité redoutable. Une arme qui ne ressemble pas à une arme est infiniment plus difficile à contrer. Une fois qu'une alternative prouve son efficacité dans les circuits réels, elle n'en ressort plus. Elle s'intègre. Elle devient une partie permanente du paysage. Et le chemin qui semblait le seul possible devient simplement l'un des chemins parmi d'autres. Les centres financiers mondiaux qui paraissaient intouchables il y a encore une décennie, New York, Londres, Hong Kong, voient émerger autour d'eux une constellation d'alternatives que personne ne prenait au sérieux. La diversification n'est plus une recommandation de prudence pour les gestionnaires de risques ultra-conservateurs. Elle est devenue une nécessité structurelle pour les grands fonds, pour les entreprises multinationales, pour les réserves de change des États souverains. Même les plus proches alliés des États-Unis procèdent à des arbitrages que, publiquement, ils ne reconnaîtront jamais. La logique même des décisions d'investissement a subi une mutation profonde. La question centrale était, pendant longtemps, simple. Où les rendements sont-ils les plus élevés? Cette question n'a pas disparu, mais elle a été supplantée par une autre, plus fondamentale, plus révélatrice de l'état d'esprit des grands capitaux. Où les règles risquent-elles le moins de changer sans préavis? Ce glissement est subtil, mais il est décisif. Parce que le rendement, on peut le calculer, le modéliser, le projeter dans un tableau de bord. La confiance, en revanche, ne se modélise pas. Elle existe ou elle n'existe pas. Et quand elle commence à vaciller, les capitaux se déplacent même en l'absence de tout signal officiel. Ils partent par anticipation, par instinct, comme l'eau qui trouve un nouveau lit bien avant que l'ancienne digue ne montre ses premières fissures visibles. Ce processus de fragmentation ne se produit pas par destruction brutale de l'ancien système. Il se produit par prolifération d'alternatives. Chaque nouvelle contrainte, chaque sanction unilatérale, chaque décision prise dans l'urgence, renforce chez les autres acteurs la motivation de construire des chemins de contournement. Et lorsque ces chemins s'avèrent praticables, ce qui arrive de plus en plus souvent, ils deviennent permanents. Ils s'institutionnalisent. Ils s'inscrivent dans les pratiques et dans les procédures. Et ainsi, sans que personne ne les planifié comme tels, un système parallèle prend corps à côté de l'ancien. Non pas contre lui, à côté. Ce qui, à terme, est encore plus dangereux. Les conséquences sur la dynamique de croissance mondiale sont considérables. Si la fragmentation du système financier mondial s'accélère, l'efficacité de l'économie globale diminuera. Les capitaux mettront plus longtemps à atteindre les projets qui en ont besoin. Les coûts de transaction augmenteront pour tout le monde. Les décisions d'investissement deviendront plus défensives, plus fragmentées, plus courtes en horizon temporel. L'innovation dans les secteurs qui dépendent de flux de capitaux longs et patients en souffrira. Et dans ce scénario dégradé, la victoire n'ira pas au plus puissant, au sens brut du terme. Elle ira aux plus adaptables, à ceux qui auront su lire les signaux du changement
avant que la recomposition soit achevée et les jeux faits. Il y a enfin dans tout ceci une dimension psychologique que l'on ne peut pas négliger. En dernière analyse, l'argent suit la foi. La foi en la stabilité des règles. La foi dans la continuité des institutions. La foi en un futur prévisible. Et quand cette foi commence à chanceler, aucune réserve, si colossale soit-elle, ne peut endiguer durablement le mouvement du capital. Il part vers là où le sentiment de contrôle et de vision long terme semble plus convaincant, même si ce sentiment est, en partie, une construction soigneusement entretenue. La confiance perçue est aussi puissante que la confiance réelle, et c'est peut-être là le facteur le plus difficile à contrecarrer pour quiconque veut inverser ce processus. On ne légifère pas sur la confiance. Écrivez en commentaire où, selon vous, tout cela va mener. Et abonnez-vous. À partir d'ici, ça ne fait que devenir plus sérieux. Se pose alors une question d'une ampleur presque vertigineuse. Et si nous entrions dans une ère sans centre financier unique? Une ère sans point d'attraction unique pour l'ensemble des capitaux planétaires? Une ère où la puissance serait distribuée, l'influence situationnelle, le contrôle négocié cas par cas entre des blocs aux règles partiellement incompatibles? Ce ne serait pas simplement un rééquilibrage. Ce serait une transformation radicale de l'ordre mondial. Pour la finance, pour le commerce, pour les alliances politiques, pour les stratégies d'entreprise sur 20 ans, et finalement, pour l'épargne et la sécurité économique de centaines de millions de personnes qui ne lisent jamais un rapport sur les flux de capitaux, mais en vivent les conséquences chaque jour de leur vie. Le plus inquiétant dans cette situation, c'est son invisibilité structurelle. Il n'y a pas un jour, pas un événement unique après lequel on pourra dire avec certitude « voilà le moment où tout a basculé ». Le changement arrive par accumulation, goutte à goutte, transaction après transaction, décision après décision. Et quand le monde se réveillera dans un système où la gravité financière aura changé de centre, beaucoup chercheront encore le moment précis où cela s'est produit. Ce moment n'existera pas. Il sera composé de 1000 instants que personne n'aura jugé nécessaire de signaler, de 1000 ajustements présentés comme des détails techniques, de 1000 choix présentés comme pragmatiques, et dépourvu d'intentions stratégiques. La pause d'investissement chinoise, avec laquelle nous avons commencé, n'est peut-être que la première domino visible d'une longue série. Si le capital peut être redirigé une fois, délibérément, et sans conséquences catastrophiques immédiates, il peut l'être à nouveau. Et si le prochain mouvement est encore plus discret, encore plus ciblé, mais d'une magnitude bien supérieure, dans les technologies critiques, dans les matières premières stratégiques, dans les chaînes d'approvisionnement dont personne ne veut reconnaître publiquement la fragilité, alors ce que nous observons aujourd'hui ne sera plus qu'un préambule. Le début d'une histoire dont le point culminant reste à venir, dont les conséquences restent à mesurer, et dont les véritables protagonistes n'ont pas encore joué leur main la plus lourde. Réfléchissez à qui sera au centre de la prochaine architecture financière mondiale, et qui en sera à la périphérie. Ces deux positions ne seront pas choisies dans un discours ou négociées dans un sommet. Elles seront déterminées par des décisions silencieuses prises maintenant, dans des bureaux fermés, par des hommes qui ne cherchent pas à faire de l'histoire, mais à la façonner depuis l'ombre. Et la question qui reste suspendue, ouverte, comme une menace dont on ne connaît pas encore la forme exacte, est la suivante. Le coup principal est-il déjà joué, ou attend-il encore son heure ?